lumière de l'intelligence humaine. Optimus Prime, du fameux film Les Transformers. L'intelligence incarnée par les machines. C'est le règne de la productivité. C'est décider sans avoir l'être humain derrière. Le futur. S'il est difficile de prédire ce que sera le monde de demain, il est en revanche facile d'affirmer sans prendre trop de risques qu'il sera radicalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. L'évolution des connaissances et celle des capacités technologiques façonneront un nouveau mode de vie où la place de l'humain sera sans doute à redéfinir. C'est vrai que des civilisations se sont succédées et que les sciences ont entraîné de profonds bouleversements sans que jamais la place de l'humain n'ait été remise en question. Pourquoi alors devrait-il en être autrement? L'organisation de la société moderne est fondée sur des principes sacrés, conférant à l'humain un statut prééminent sur les choses et leur déroulement. Il tient ce statut du fait qu'il est doté d'une capacité que l'on ne peut ni reproduire ni transférer. Cette capacité s'appelle la raison, que d'autres appellent aussi le cognitif ou l'intelligence. La raison se définit comme la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger et d'agir conformément à des principes et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. Retenez cela et poursuivons notre voyage dans la prospective. L'intelligence artificielle, quant à elle, peut se résumer à l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes, capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle désigne, dans le langage courant, les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. L'intelligence artificielle, pour le définir simplement, je vais prendre la définition donnée par Alan Turing, donc en 1950. Donc, il disait que si on parvient à avoir un ordinateur et une personne, et que l'ordinateur vous pose des questions et vous répondez, il y a un dialogue entre l'ordinateur et vous, et la personne et vous, et que vous êtes capable de savoir lequel est l'ordinateur et lequel est la personne, et que vous vous trompez autant de fois que s'il s'agissait de distinguer un homme et une femme dans les réponses. Ça veut dire que cet ordinateur-là est intelligent. Une entité qui est autonome, qui est une machine, c'est pourquoi on parle d'artificiel, mais aussi qui est intelligente, c'est-à-dire qui puisse raisonner, une entité aussi qui puisse à la fois apprendre de ses expériences sans être reprogrammée par son créateur. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes en présence d'une création par les hommes à travers les sciences de l'informatique de cerveaux. Création de cerveaux industriels par opposition à des cerveaux humains. En informatique, on étudie l'intelligence artificielle en étudiant des agents intelligents. C'est quoi un agent intelligent? C'est un outil ou un système, donc un outil comme un robot, un système comme un système informatique qui est au courant de son environnement et qui réagit selon son environnement, prend des actions et des décisions pour maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs. La cognition, c'est l'ensemble
des théories et des processus mentaux liés à l'esprit. Donc qui mettent en jeu la mémoire, la connaissance, l'apprentissage, le raisonnement. Alors, avec l'ensemble de ces processus-là, on a essayé d'inculquer ça aux machines parce que ces processus cognitifs sont basés sur le vivant. C'est comme si on essayait de faire réfléchir la machine, faire de sorte que la machine agisse comme si c'était un individu doté d'une intelligence cognitive et qui donc par la suite doit prendre une décision ou bien doit faire une action. La robotique est souvent offerte en illustration de ce que le nouveau monde nous prépare. D'abord utilisée intensivement à des fins industrielles ou dans de nombreuses chaînes de production, elle a progressivement remplacé l'ouvrier. La robotique franchit aujourd'hui de nouvelles frontières avec l'intelligence artificielle. Ce n'est plus seulement de la force et de la précision de l'ouvrier dont il est question, mais de tout ce qui fonde la prééminence de l'humain, l'intelligence. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements, d'énormes investissements qui ont été faits dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vous voyez le groupe qu'on appelle le groupe de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ils sont lancés dans les moteurs de recherche. Et les moteurs de recherche, par définition, c'est de l'intelligence artificielle. C'est à partir d'une grande masse d'informations, aller rechercher ce que l'utilisateur veut, même au niveau de son subconscient ou de son inconscient. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut plus faire une décision ou bien on ne peut plus tout seul faire des actions sans faire appel à l'intelligence artificielle. Un exemple simple, c'est que quand vous conduisez une voiture, vous vous rendez compte qu'à tout moment, vous êtes assisté. Et aujourd'hui, avec les nouvelles voitures, à un moment donné, vous perdez même le contrôle. Ça signifie tout simplement que la machine a pris le contrôle, a décidé à votre place. Il y a un débat philosophique qui se pose, à savoir, est-ce que les machines sont structurées pour contenir de la connaissance? Est-ce que les machines savent penser? Ou bien peuvent penser, comme la fameuse question qui a été posée par Alan Turing. Mais les choses évoluent et progressent, et de plus en plus, nous retrouvons ces formes d'IA, bien que faibles dans nos vies. En informatique, aujourd'hui, on peut parler à Siri, qui est le logiciel de Google. On lui dit, Siri, il fait beau aujourd'hui, où est-ce que je dois aller? Et Siri comprend que je ne lui demande pas une adresse, mais je lui demande la question, c'est par rapport à la beauté de l'environnement aujourd'hui. Donc, il dit, la plage de Ngor est une bonne plage aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui se développe, qui continue à se développer. Tant qu'il y aura quelque chose à automatiser et à ajouter de l'intelligence, je dirais qu'on aura de l'intelligence artificielle. Décider, c'est faire appel à ses connaissances, à son expérience et à l'appréciation de la situation. Sur les deux premières aptitudes, la machine est en train de surpasser l'humain. En effet, lorsque le contexte est fait de certitudes, ou que la palette des incertitudes et les signes qui l'annoncent sont connus et maîtrisés, alors l'humain devient remplaçable dans de nombreuses situations. C'est déjà le cas dans le pilotage automatique de certains moyens de transport, avec les développements de plus en plus avancés des véhicules autonomes. Qu'en est-il des émotions? La machine peut-elle avoir pitié et renoncer à l'exécution d'une mission? Ou au contraire, avoir le cœur lourd et faire plus que ce pourquoi elle a été programmée? Entrerons-nous dans une ère où beaucoup d'emplois connus aujourd'hui disparaîtront, tandis qu'émergeront de nouvelles aptitudes et compétences pour faire fonctionner et prospérer la nouvelle civilisation? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les deux doivent aller de pair. On ne peut plus se permettre de dire, voilà, je n'ai pas besoin de mon Android
et que mon intelligence me suffit. Et également, on ne peut pas se permettre de dire juste mon Android donc va jouer ce rôle d'être humain. Il faut combiner les deux. De plus en plus, ces intelligences vont prendre une place importante dans notre vie. Peut-être pas remplaçant, puisqu'il existe des tâches pour lesquelles il faut une certaine forme d'intelligence que pour le moment, les algos prédictifs et autres que nous avons ne permettent pas de le faire. Même s'il y a d'énormes avancées donc, qui sont effectuées dans le domaine récent comme le deep learning, donc avec beaucoup de promesses. Depuis quelques années, on est revenu en fait dans l'ère de gloire de l'intelligence artificielle et on se met de plus en plus à croire qu'on peut arriver en fait à un domaine où on pourrait avoir des humanoïdes professionnels. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on est encore dans le cas où on sait faire des choses dans un contexte bien précis. Voilà. Donc, ce qui peut arriver, en fait, c'est qu'on peut avoir dans des emplois où tout est bien structuré avec des procédures, tous ces types d'emplois-là pourront être remplacés. Ça, c'est une question philosophique. Je pense qu'on en parle beaucoup. Et ça va même à l'éthique même de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on doit s'arrêter? Mais ce qui est constant, c'est que tous les métiers où il y a possibilité d'automatiser et d'ajouter un peu d'intelligence, je pense que ce qu'ils font sont plus ou moins à risque. En fait, à risque, en tout cas, ils peuvent se faire aider par l'intelligence artificielle, je dirais. Maintenant, est-ce que la machine va remplacer l'être humain? Je pense que non. La machine ne va jamais remplacer complètement l'être humain. Parce qu'il y a un travail qui va rester pour l'être humain. Le travail d'abstraction et de réflexion au-delà, d'anticipation, peut-être, va tout le temps rester à l'être humain. Aujourd'hui, ça fait froid dans le dos quand on sait qu'aujourd'hui, pour des guerres, l'ensemble du bouclier, par exemple des missiles et des antimissiles, ce n'est plus contrôlé par l'homme. Parce que l'homme n'a pas cette capacité de réaction rapide quand un missile a de pouvoir détecter la trajectoire du missile. Donc, ce sont des ordinateurs qui répondent. Est-il temps de prévoir cette nouvelle rupture et ses impacts sur la formation et l'emploi? Toutes les régions du monde seront-elles impactées au même moment et de la même manière? Imaginez un monde où les call centers mettront des programmes pour gérer les clients. Pensez à une police qui maîtrise et surveille les maisons et les rues et qui fait intervenir des androïdes sur le terrain. Imaginez des moyens de transport particuliers et collectifs sans chauffeur. Imaginez des supermarchés qui vous livrent par drone. Imaginez des banques sans banquier, des restaurants sans cuisinier, des salles d'opération sans chirurgien, ou des chantiers sans maçon, ou encore une presse sans journaliste. Pensez à toutes ces industries basées sur la relation client et sur la gestion du risque qui vont disparaître. Comment évolueront les assurances? Comment la cyberdépendance sera réglementée? Quelles seront les nouvelles sources du pouvoir? Les questions sont très nombreuses et les réponses doivent arriver très rapidement, car les technologies avancent à grands pas. Sortons de cette fenêtre technologique maintenant pour nous interroger sur les impacts sur l'emploi. Donc les secteurs qui vont être les plus impactés, en fait, ça va être les secteurs où on a un faible niveau de compétence, d'abord, et bizarrement des secteurs où on est très spécialisé, mais avec des procédures bien spécifiques. Okay? Donc on peut même aller à des secteurs comme la médecine ou comme des secteurs où il y a le droit, où il y a tout un ensemble de règles bien précises, etc. Donc la capacité qu'on a actuellement en termes de calcul et en termes de mémorisation
fait qu'un ordinateur est plus capable en fait de connaître tous les textes de loi et d'inférer sur ça, mais pour créer de nouvelles règles ou autres, mais pour faire de la décision, qu'un être humain. Dans le domaine de la médecine, récemment, on a eu en fait des systèmes qui permettent de faire un diagnostic beaucoup plus précis que le diagnostic d'un médecin. Mais ce sont quand même des domaines où on ne peut pas encore donner la main à 100% à l'ordinateur. Donc ça va être des domaines où le profil de métier va changer et ça va être plus des médecins capables d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire un diagnostic fin. L'intelligence artificielle est une révolution. L'humanité a été traversée par plusieurs révolutions et chaque révolution a restructuré la manière, le rapport au travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, alors que les autres révolutions avaient porté sur des capacités physiques humaines qui étaient remplacées pour plus de productivité, cette nouvelle révolution va intégrer des dimensions psychologiques, c'est-à-dire la capacité, ou cognitive pour être plus précis, la capacité d'apprécier et d'agir. Donc, impérativement, elle bouleversera le monde du travail parce que la plupart des métiers qui sont assis sur des capacités physiques et des capacités cognitives déterminées devront connaître des bouleversements. Alors maintenant, la question de fond, c'est le rythme. Est-ce que ce qui va être détruit en termes d'emploi va pouvoir également être compensé par les nouvelles opportunités qui seront induites? C'est là la grande question. Et si on interroge l'histoire, on se rend compte que dans toutes les révolutions, la balance a été positive. Elle créera de nouveaux emplois, elle détruira et sans pitié les emplois obsolètes. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Nous tous, nous évoluons naturellement, sans nous en rendre compte, en silence. Au bout d'un certain temps, ce sont les faits qui nous imposent la réalité. Et ce qui devait être une évolution normale devient une évolution brusque. C'est ce qu'on appelle une révolution. La révolution, lorsqu'elle est scientifique, ce qui la différencie des révolutions religieuses ou des révolutions politiques, la révolution scientifique intellectuelle se moque des sentiments. Elle se moque des convictions et des croyances. Elle s'impose. L'intelligence artificielle n'épargne aucun secteur. C'est une question de démarche. C'est pourquoi je le résume ainsi. Si vous étiez dans un système obsolète de travail ou d'éducation, changez ou disparaissez. Si vous êtes dans un système qui est déjà au standard, sur la même fréquence intellectuelle, vous n'avez aucun problème. Au contraire, vous applaudissez des mains. L'économie, c'est des règles assez simples. Il faut produire et vendre pour rémunérer le capital. Et il faut distribuer des revenus pour que la consommation puisse absorber la production. Il ne s'agit donc pas d'envisager un monde sans travailleurs. Cela mettrait fin à l'économie de marché et provoquerait en cascade des crises insurmontables. Cependant, personne ne sait encore avec certitude quels métiers existeront demain et quels métiers entreront en dépérissement. La plus grosse inconnue, c'est la vitesse avec laquelle cette rupture interviendra. Laissera-t-elle le temps de se préparer ou dévastera-t-elle comme une tempête les frêles constructions? L'histoire oublie souvent de nous dire le nombre de vies qui s'effondrent parce que mal préparées à faire partie de la transition. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il avance à un rythme pour lequel les changements qui doivent être opérés au niveau des cursus de formation
n'ont pas assez de temps pour pouvoir projeter des compétences qui seront associées à ce monde où l'intelligence artificielle aura une prééminence. Donc il y a une forte urgence pour le milieu académique à projeter le monde de dans 10 ans, de dans 20 ans, et à commencer à produire les compétences qui seront utiles et nécessaires pour remplir des emplois et des fonctions. Et il y a un risque pour l'individu. L'individu qui ne se mettra pas en cause, qui partira sur les acquis de ses connaissances et de ses compétences actuelles sans jamais les renouveler, est un individu qui prend un risque pour lui-même. Mais du point de vue global avec les États, un État ou un système éducatif qui ne fait pas les anticipations nécessaires va également exposer ces populations. Parce que les emplois de demain ne sont pas forcément les emplois qui seront gérés par les pays ou par les économies. Nous pouvons avoir au Sénégal 500 000 salariés qui ne travailleront pas pour des entreprises physiquement localisées au Sénégal. Ça dépendra de notre capacité à produire ces compétences qui pourront être utiles. Donc les politiques publiques pour l'emploi sont des politiques aujourd'hui qui ne seront plus celles qui vont être déterminantes pour la création d'emplois. Mais c'est la capacité du milieu éducatif à générer des compétences qui va être la déterminante. Et cela dans toutes les régions du monde, pas seulement au Sénégal, en Afrique, partout. Plus les compétences sont adaptées au monde économique dans lequel nous entrerons avec l'ère de l'intelligence artificielle, seront solides, plus les pays seront capables de générer des emplois qui ne seront pas des emplois, comme je dis, nationaux, mais les revenus seront nationaux et seront dépensés et financeront les économies nationales. C'est une création de l'humain, mais qui fait peur aux humains, ce qui ne devrait jamais avoir lieu, parce qu'on ne peut pas avoir peur de sa propre création. On ne peut pas être dominé par sa propre création. Ce qui s'est passé, pour mieux comprendre cet impact, c'est que notre système éducatif, notre système de travail, a développé à travers l'histoire, dans beaucoup de civilisations, beaucoup d'États, à quelques exceptions près, un système éducatif qui n'a pas permis au cerveau humain d'être utilisé dans sa totalité. L'individu, comme vous le savez, est l'héritier de Dieu. Dieu est un créateur, l'individu est un créatif. Dieu n'a pas peur de ses créatures. Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de nos sujets créés, les cerveaux artificiels. Il y a un impact considérable parce que ça remet en cause le système éducatif et le système du travail, qui ne peuvent plus continuer à opérer sur le même registre. Un pays comme le Sénégal, faiblement industrialisé, avec une forte ruralité, mais avec un avenir prometteur de développement, pourrait se dire qu'on a le temps de voir les nuages arriver, mais que l'on ne s'y trompe pas. Le libre-échangisme impactera nos économies, car nos industriels seront menacés par la robotisation des autres. Et les produits importés pourraient être plus compétitifs que la production locale. Les grandes entreprises vont de moins en moins recruter des emplois stables et durables. Et les PME et start-up seront celles qui entretiendront les emplois. Hélas, devenus plus précaires et moins durables, l'ère des longues carrières stables pourrait ainsi être rangée dans les bibliothèques de l'histoire. Pour un pays comme le Sénégal, il ne faut pas se poser des questions. Il faut y aller dès maintenant. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer préparer quelque chose pour après parce que ça a commencé depuis 1950. C'est-à-dire que tous les pays ont commencé quasiment depuis 1950 et ils ont évolué, c'est des étapes. Nous, ce qu'on a comme chance, c'est qu'on a des jeunes, qu'on a des scientifiques, qu'on a tout ce qu'il faut pour être dedans dès maintenant. Et dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, quasiment tout est disponible.
Donc, il nous faut y aller dès maintenant et avoir une vraie stratégie claire de dire que c'est un moyen de développement économique et qu'il faut y aller, qu'il faut faire tout pour avoir une bonne maîtrise de l'existant et avoir une stratégie pour maîtriser en fait ce domaine-là. Actuellement, ce qui est en place au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on est en train de financer un certain nombre de formations, dont des formations en intelligence artificielle et en robotique. Et on est en train d'acquérir en fait un supercalculateur qui est très important pour ce domaine, de plus de 537 teraflops, donc qui est très puissant et qui va nous permettre en fait d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle très performants. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est être sûr que nos scientifiques seront complètement dedans. Et ça, c'est très possible. Hein. Je connais plein de gens qui ont des doctorats en intelligence artificielle qui sont partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, s'engager dans la transformation numérique du Sénégal par la disruption nécessite une rupture radicale avec le système actuel. Un système éducatif qui doit être vraiment recentré autour de la créativité et de l'intelligence émotionnelle. Le reste, c'est très facile à gérer, d'autant plus que l'intelligence artificielle nous y aide. Donc, on n'a plus besoin de se sacrifier à ce niveau-là. Ça va donner quoi? Vous allez avoir un système éducatif qui va tourner dorénavant autour de l'intelligence artificielle, autour de la robotique, autour des neurosciences, autour de la génétique moderne. Et c'est ce cocktail-là qui fera émerger dans un pays qui aspire à son développement humain, c'est ce qui va faire éclore un système adapté à nos besoins et qui ne fera pas peur. Un pays comme le Sénégal a un atout, c'est une population essentiellement jeune. Qui dit population jeune, dit qu'on a un vivier important de personnes dont la formation peut aujourd'hui correspondre à ce qu'exigera le marché de l'emploi demain, induit par cette intelligence artificielle. Il est donc impératif pour qu'un pays comme le Sénégal fasse une bonne corrélation entre son système éducatif, ses politiques de promotion de l'emploi et l'horizon que nous réserve le monde de l'intelligence artificielle. C'est des promesses qui sont là parce que les bases sont là, mais en même temps, c'est un gros risque. Imaginez-vous une vague de jeunes qui arrivent sur un marché de l'emploi où leurs compétences ne seront plus en adéquation avec les exigences. Ça devient à ce moment-là une véritable bombe sociale. Nous avons aujourd'hui un temps qui nous permet de pouvoir anticiper, mais moins nous consommerons ce temps en faisant le nécessaire, plus nous exposerons nos populations à des risques futurs. Ce qui est sûr, c'est que ce qui fait la faiblesse de l'économie sénégalaise aujourd'hui pourrait être sa force demain. Rien de tel qu'une population jeune et bien formée et en état smart qui soutient l'initiative privée et les investissements dans les nouvelles technologies pour transformer un pays pauvre en un pays riche. Mais pour qu'il n'y ait pas de naufragés, chaque industrie devra faire sa prospective et avoir des plans de transition correspondant à chaque hypothèse. Il y a un grand défi universel qui pointe. Si les frontières de l'éthique sont repoussées, il n'est pas risqué de prédire que dans quelques décennies, l'humain devra chercher sa voie dans un monde qu'il aura fait muter pour justement se passer de lui-même.
Good morning, Dakar. Bonjour, Washington. I would like you to consider the possibility of moving the agreement's deadline closer. We are experiencing issues from which you want to come out as soon as possible. Vous comprendrez qu'avancer la date de notre protocole ne correspond ni aux intérêts actuels ni aux intérêts futurs de mon peuple. Restons-en donc aux termes convenus. Le Conseil fédéral est conscient de vos difficultés et a donné son feu vert pour fournir toute l'assistance attendue. I do understand, but bear in mind that the speed of your support is crucial to our peace of mind. N'ayez aucun doute. Nous serons là pour vous, au nom de notre amitié et de nos intérêts communs. Goodbye. Au revoir, Washington. waaw ñii lu ñuy wax nii. ah yaa ko sañ a laaj de.